Sept questions m'ont été posées à propos de mon livre Le culte de la grande déesse des origines. Le culte d'une grande déesse a-t-il existé? Et j'ai choisi d'y répondre avec cette petite vidéo. Que raconte votre livre? Mon livre explore les traces que nous avons d'une fascination pour le féminin des peuples de la préhistoire en Europe au sens large du terme. Je me suis appliquée à ne pas tomber dans les lectures politiques ou projectives, mais plutôt tenter d'extraire ce que l'on sait et ce que l'on peut en voir. Ce qui me semble important, c'est lorsque l'on s'intéresse au féminin divin, sacré, de savoir d'où ça vient, comment ça pouvait être à l'origine, quelles en sont les racines, parce que c'est pour moi une manière de déconstruire notre système de perception, la perception du monde, de le déparasiter, et nous en avons bien besoin. Cette histoire de grande déesse n'est-elle pas qu'une hypothèse? Toutes les thèses sont des hypothèses. La vérité est mouvante, la vérité vraie n'existe pas, il ne s'agit que de points de vue. Par contre, nous avons le réel, et le réel, ce sont les faits. Lorsque les archéologues trouvent courant sur des milliers et des milliers d'années 250 Vénus et 0 Mars, c'est un fait, ce n'est pas une hypothèse. Faire l'hypothèse que dans ce contexte le féminin est très important, qu'il fascinait, ça ne me paraît pas vraiment absurde. Il faut être sacrément phallocrate pour ne pas le voir comme ça. Pouvez-vous nous présenter votre livre? J'ai pas choisi les thématiques abordées, je suis partie de ce que nous savons, de ce que nous observons, des recherches. Par exemple, je ne me suis pas demandé si nous avions des temples, je suis partie de la découverte de bâtiments qui ont toutes les caractéristiques des temples et qui ont été fouillés. Les chercheurs et les chercheuses cherchent, c'est leur job, hein. Ils ont le temps et j'espère les moyens pour ça. Nous devons faire quelque chose et ne pas garder ce travail à moisir au fond d'un placard. Nous avons la chance aujourd'hui que des secteurs se concertent. C'est ainsi que nous avons l'archéomythologie qui compare la mythologie et l'archéologie et les résultats sont très productifs. Le sommaire de mon livre est assez conséquent, donc je ne vais pas le détailler ici. J'ai fait des choix qui me semblent parlants parmi ce qui nous démontre le plus concrètement possible qu'il existait des lieux de culte, des rites, des danses, des célébrations, au féminin bien sûr. À quoi ressemblait cette grande déesse? Tout dépend à quel moment nous la regardons. Elle est éclatée en plusieurs femmes dans l'Antiquité, chez les Grecs, les Romains ou les Égyptiens par exemple, mais si nous remontons le temps, elle est comme fondue multiple, et plus on remonte, plus elle est quelque chose comme le ciel, le soleil, les montagnes, les rivières qu'elle crée, hein. Toutes ces choses sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, hein. C'est une vision totalement animiste, hein. Nous pouvons en déduire que les peuples de la préhistoire étaient avant tout des animistes. C'est au néolithique qu'elle semble prendre des formes un peu plus identifiables, déesse du grain, déesse des tombes, mais c'est durant l'âge de bronze que les grands changements s'opèrent après la colonisation des Indo-Européens. Peut-on parler d'archétype de la grande déesse ou de la déesse mère? À regarder les images, nous pouvons constater que si la fonction maternelle est très présente, ce qui symbolise la grande déesse va au-delà. Elle est à la fois la danse de la vie et de la mort. La déesse mère, c'est une des fonctions parmi d'autres de la grande déesse. L'archétype est la grande déesse, la déesse mère, une de ses manifestations. L'archétype, c'est en quelque sorte un moule à gâteau, mais il n'est pas le gâteau. Ce que nous voyons, nous, ce sont les gâteaux, les manifestations, les représentations, les projections. Ainsi, il se décline au fil du temps et de ce que nous en faisons au gré de l'histoire. Le culte de la grande déesse engendre-t-il le matriarcat, à moins que ce ne soit le matristique? La question polémique par excellence. Je vais l'aborder sous l'angle psychique tel que nous l'explique Eric Neumann.
Notre conscience est unilatéralement patriarcale, misogyne. Ça, on peut le voir encore tous les jours. Par conséquent, dans l'inconscient se constelle l'exact opposé, c'est-à-dire un matriarcat misandre qui n'aime pas du tout les hommes. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'ai entendu à plusieurs reprises que si nous vivions dans un monde très patriarcal, très misogyne, eh bien c'était certainement parce que avant les femmes avaient bien dû faire beaucoup de saloperies envers les hommes. Et c'était terrible pour moi parce que je me sentais coupable, coupable avant d'être née, coupable parce que femme, parce que j'avais dû en tant que femme, et je représentais en tant que femme toute cette saloperie. Donc on voit bien le clivage psychique qui s'est installé ici dès le départ. Cependant, il existe un autre possible dont la racine serait la mère, pour matrie, pour se déployer à travers un autre système de pensée. Une société matristique peut difficilement vouer un culte aux héros guerriers et de surcroît violeurs. Matristique ne veut pas dire le pouvoir des femmes, mais parle de la racine mère, la matrie au lieu de la patrie. C'est intéressant d'utiliser ce terme matristique au-delà de l'étymologie. Nous avons intérêt à sortir de ces mécanismes inconscients et c'est pour ça que j'ai opté pour matristique à la suite de Marija. Conclusion, point d'interrogation. Ce que les faits nous disent, et nous ne pouvons contester les faits, c'est que pendant des milliers et des milliers d'années, que ce soit durant le paléolithique ou le néolithique, nous avons produit des traces de paix et d'égalité et nous avons été fascinés par le féminin. Nous avons gravé des vulves et des seins partout, porté des Vénus en pendeloque autour de nos cous, puis déposé des milliers de figurines féminines près des fours et des tombes. Ça ne peut pas vouloir rien dire, hein. Ça ne peut que nous questionner autrement.